Donc, bonjour à tous, on va aborder le sujet des trous maculaires. Donc, pour commencer, je voulais vous présenter les résultats d'une étude que j'avais été pour ma thèse à l'époque en 2018. Donc, il avait évalué les résultats anatomiques et fonctionnels de la technique du FLAP, de membrane mutant interne, sur les trous maculaires idiopathiques de plus de 400 microns. C'était au CHU d'Amiens. Donc, il y a eu un opérateur, donc l'opérateur en 25 gauche, utilisé le membrane boule voile, réaliser la technique du FLAP, un tamponnement et un positionnement de strict laser au sol pendant 7 jours. On avait étudié le taux de fermeture du trou maculaire, la meilleure équilibre corrigée et le gain d'acuité visuelle. C'est une petite série avec 24 yeux inclus, avec un âge moyen de 66 ans et un suivi qui allait de 4 à 22 mois. On avait analysé les résultats en fonction de l'ancienneté du trou maculaire, donc réparti l'effectif entre les trous maculaires évoluant depuis moins de 6 mois et ceux évoluant depuis plus de 6 mois. On avait aussi analysé les résultats en fonction de la taille, donc répartis en deux groupes. Il y avait 14 patients qui présentaient un trou maculaire inférieur à 600 microns et 10 patients qui présentaient un trou maculaire de plus de 600 microns. La taille moyenne était d'environ 565 microns au sein de la cohorte. La meilleure acuité visuelle préopératoire était de 0,89 en masse, soit équivalent à peu près un dixième. Il y avait 8 yeux qui étaient fac tout au long de l'étude et 16 yeux pseudo-fac à la fin du suivi. On avait un taux de fermeture sur l'ensemble de la cohorte qui était un petit peu en dessous de ce qu'on peut retrouver dans la littérature, il était à 83,3%, avec étonnamment un taux de fermeture qui était seulement de 78,6% finalement dans le groupe inférieur à 600 microns, donc 90% dans le groupe de plus de 600 microns. C'est non significatif. En revanche, en fonction de l'ancienneté, on avait significativement un meilleur taux de fermeture pour les trous maculaires qui évoluaient depuis moins de 6 mois, c'était quasiment 95%, contre seulement 57% pour les trous maculaires qui évoluaient depuis plus de 6 mois. En ce qui concerne la meilleure acuité visuelle finale, on avait des résultats qui étaient à peu près similaires à ceux de la littérature, avec une acuité à environ 0,5 logmar et un gain de 0,37 logmar. On avait une meilleure acuité visuelle finale qui est significativement meilleure pour les trous maculaires qui évoluent depuis moins de 6 mois, contre ceux qui évoluent plus de 6 mois. Donc, on a une tendance quand même à une meilleure acuité visuelle finale pour les trous maculaires qui avaient une taille inférieure à 600 microns. Donc, on sait que l'OCT, bien sûr, c'est l'examen de référence pour le diagnostic des trous maculaires. Donc, voilà, la classification qu'on utilise dans nos pratiques quotidiennes, on distingue les grands trous maculaires par une taille supérieure à 400 microns. On ne met plus en doute l'efficacité du pelage du membrane de l'unitant interne, qui a été décrite pour la première fois en 1997 et est clairement associée à une amélioration significative de fermeture pour les trous maculaires de plus de 400 microns, puisqu'on est passé des taux de fermeture sans pelage qui étaient aux alentours de 75 microns, avec des taux de fermeture qui sont au-delà de 90, voire 95% de plus pour les associés à leur pelage. Alors, la technique du FLAP, elle a été décrite pour la première fois en 2010. Alors, en fait, il avait été remarqué que certaines configurations de fermeture de trous maculaires, notamment ce qu'on appelle en U, en V, voire en W, étaient associées à des meilleurs résultats fonctionnels en post-opératoire. Cette technique avait retrouvé de meilleurs résultats anatomiques et fonctionnels pour les trous maculaires supérieurs à 400 microns. Donc, régulièrement, on trouve des résultats assez significatifs dans la littérature en ce qui concerne les taux de fermeture qui atteignent facilement 95%. En revanche, pour ce qui concerne les résultats fonctionnels, alors la première étude qui a été réalisée en 2010 trouvait une amélioration significative. En revanche, dans beaucoup de séries, quand suivi derrière, il y avait une tendance à une meilleure récupération visuelle, mais pas souvent de résultats vraiment significatifs. Donc la technique initialement décrite, donc du FLAP, elle consiste à appeler la membrane unitant interne autour du trou et à réaliser deux volets attachés au bord du trou qu'on recouvrait et qui recouvraient donc l'un sur l'autre le trou maculaire. Par un mécanisme qu'on connaît de prolifération des cellules gliales, ça entraîne un remplissage progressif, donc une fermeture du trou maculaire. Donc, j'ai essayé de voir un petit peu où est-ce qu'on était dans la littérature au niveau du recul sur cette technique. J'ai trouvé une méta-analyse d'essais randomisés qui date de 2021, qui comparait la technique du FLAP et le pelage conventionnel.
Donc on retrouve toujours des taux de fermeture qui sont quand même significativement plus hauts pour le groupe du FLAP. En revanche, en ce qui concerne les résultats fonctionnels, donc l'acuité visuelle post-opératoire, donc celle-ci était supérieure à 3 mois, mais finalement, au-delà de 6 mois, il n'y avait plus de différence significative entre les deux groupes. On peut se poser la question, est-ce qu'il faut proposer finalement le FLAP de membrane luminante interne à tous les trous supérieurs à 400 microns? On sait qu'il n'y a pas de doute sur le taux de succès qui est très haut pour les petits et les moyens trous maculaires, mais finalement il était important de déterminer à partir de quel diamètre le taux de réussite de la chirurgie conventionnelle, donc de pelage standard, commence à décliner. Est-ce qu'il ne faudrait pas revoir un petit peu la classification des trous maculaires? Donc pour répondre à cette question, il y a 2 études que j'ai retrouvées plutôt récentes, donc l'une de l'American Journal en 2018, qui a étudié donc, la chirurgie conventionnelle par pelage, et qui a finalement retrouvé que le taux de fermeture commençait vraiment à décliner au-delà de 650 microns. Dans une autre encore plus récente, en 2021, le taux de fermeture commençait à décliner, alors 90% de la 500, mais en dessous de 90% pour les trous maculaires de plus de 600 microns. Alors moi, ce que je réalise dans la pratique quotidienne, en dessous de 500 microns, je reste toujours le pelage de militante interne, voire même jusqu'à 650 microns. Au-delà, je vais tendance à plutôt réaliser la technique du flap. Entre les deux, entre 500 et 650 microns, c'est qu'on peut prendre en compte peut-être des expériences du chirurgien, et finalement le facteur de risque de non-fermeture, tel que CNI fente, l'ancienneté, le trou maculaire, et puis aussi l'index du trou maculaire. Alors la technique, elle a pas évolué depuis 2010. Initialement, ça consistait donc à réaliser un flap multi-couche, puis monocouche. Ensuite, on a même discuté de réaliser seulement le pelage temporal, et maintenant, même un flap temporal de membrane limitante interne, pour éviter tous ces microscotomes paracentraux et les dissociations donc, de la couche des fibres optiques. Alors, en ce qui concerne comparer en fait, les 2 techniques de flap temporal et puis le flap classique, finalement, on ne trouve pas, alors on trouve un score de discrétion des fibres optiques qui est finalement pas tellement différent entre les 2 techniques, et surtout dans les 2 études, donc celle de 2015 et de 2023, on n'a pas de différence significative en termes de résultats fonctionnels, en termes d'acuité visuelle, ou si on réalise un flap classique, monocouche, et si on réalise seulement un flap temporal de membrane limitante. Il a été aussi évoqué est-ce qu'on réalise un volet simple ou est-ce qu'on utilise le même volet pour combler le trou maculaire. Et finalement, il y avait des cas en 2020 de méthode rétrospective que c'était même peut-être vraiment déconseillé de réaliser la technique du comblement. C'était clairement associé de moins bons résultats anatomiques et fonctionnels, tout simplement parce qu'il y avait une absence de régénération de la membrane limitante externe et puis de la zone ellipsée en cas de comblement, contre 86% si on réalisait le technique du flap, donc le volet par un comblement. Et un dernier petit mot sur la position post-opératoire, donc on verra peut-être un petit peu le débat. À l'époque de ma thèse, on sait qu'on a réalisé encore le positionnement strict face vers le sol pendant 7 jours, alors ce que je ne fais plus maintenant. Il y a une étude en 2019 qui a donc comparé donc, la chirurgie classique avec un positionnement et comparé à un sens de positionnement post-opératoire. Et finalement, ça a prouvé qu'il n'y avait pas de différence significative à 1, 2, 3, 15 jours, 3 mois, que ce soit sur le taux de fermeture, sur la configuration de fermeture des trous maculaires et même l'acuité visuelle finale. Donc pour exemple, la J1, on avait déjà 75% et 77% dans les 2 groupes respectivement. Il y a J3, 89% dans le groupe position face au sol et 94% contre à l'absence de positionnement face vers le sol. Moi, c'est dans ma pratique, je ne réalise plus du tout de positionnement strict face vers le sol en post-opératoire. Merci pour votre attention. Très belle présentation. Merci, il y a des questions? Je voudrais te féliciter pour cette présentation qui est très objective et très belle. Tu as abordé
toutes les choses importantes, et c'est une magnifique introduction à l'étude sur le trou maculaire que vous allez faire cette année. Donc les enjeux sont là. Est-ce que le flap va empêcher, comme tu as dit, dans le comblement qui est mauvais, le problème, c'est est-ce que les bords du trou, quand ils sont encore un peu souples, vont avoir la possibilité de s'étendre et de se rejoindre avec une meilleure acuité visuelle? Est-ce que le flap va empêcher cette progression centripète? Et le deuxième truc qui n'est pas abordé, mais parce que ça n'a pas été fait et que vous allez faire cette année, c'est est-ce que le fait de passer par un flap complexifie un petit peu la chirurgie et se traduit, comme on l'a vu pour la membrane épirétinienne ou tout ce que vous avez fait aujourd'hui, augmente le taux de complication par rapport à une simple chirurgie sans. Donc c'est tout ça qui va être intéressant de voir par cette étude. Donc une raison de plus pour que vous participiez fortement à cette étude. Moi je remarque quelque chose qui est assez intéressant, c'est qu'on a toujours associé la taille et la durée d'évolution des trous, et quitte à les confondre, et là on voit que la durée d'évolution est bien plus nocive que la taille. Et c'est pas faux, parce que même un trou qui s'ouvre très vite, grand, il a une anatomie, c'est comme un décollement de rétine. Il faut le fermer parce qu'il vient de s'ouvrir. Et ça, c'est très important à dire aux confrères, à motiver les gens. Moi, j'ai un trou maculaire encore récemment qui a annulé sa chirurgie, pas pour aller se faire opérer ailleurs. Pour dire, j'ai pas envie de me faire opérer. Et moi, je sais que quand je vais le revoir dans un an, parce que finalement, il dit, bah, si, peut-être qu'il va falloir le faire, même si le trou, c'est pas tellement envie, ça va être l'ancienneté. Et après, la forme du trou, mais ça va avec l'ancienneté. Donc, ça me paraît important de souligner cette importance de l'honneur de diagnostic. Juste sur le positionnement, dans l'étude que tu avais présentée dans le module randomisé, quand il était pas de positionnement, il y avait pas de consignes données, toi aussi dans ta pratique, est-ce que tu donnes des consignes? En fait, moi je repère souvent le matin, quand ils sortent du club, souvent je leur dis jusqu'au soir, éventuellement s'ils peuvent, en fonction de l'âge aussi, et puis du patient, s'ils peuvent faire une position présentée, mais après, à partir du coucher, après je n'ai plus aucun, je ne demande absolument aucun positionnement strict à ça. Bien sûr, oui. Il est recommandé. Comment? Positionnement recommandé, mais non strict. Devant la télé, il faut les mettre devant la télé. Oui, non, exactement. Moi, ce que je leur disais, vous regardez la télé, et bon. Je voulais savoir ce que vous utilisez comme gaz en fonction de la taille. Est-ce que c'est toujours du C2? Est-ce que c'est C2, pour les citrons. Non, pour le petit SF6, après, mais le C4 de plus de 400 microns, enfin même encore plus de 150, mais j'utilise plus souvent du C2F6. Et du C2 pour quelle que soit la taille et l'ancienneté, ou à partir du moment où il est de grande taille? De grande taille. Et l'ancienneté aussi, je le prends vraiment compte, un trou maculaire qui est depuis 6 mois, comme ancien, j'utilise plus facilement. C'est jamais. Mais vous avez vu que tout se joue en 3 jours. Hein. Vous l'avez montré, c'est 94% au bout du 3e jour. Donc, SF6, c'est largement suffisant. Hein. Pour moi, en fait, j'ai tendance à mettre du SF6 et je fais toujours un positionnement. J'ai un collègue qui opère dans un autre centre. Il met que du C2F6, quelle que soit la taille et l'ancienneté du trou maculaire, il ne demande jamais de positionnement, il me dit que ça marche bien. Je pense que j'ai changé d'habitude, c'est faire comme lui. Ou bien est-ce que vous me conseillez plutôt de faire SF6 pour les petits trous moins anciens, C2F6 pour les... Est-ce que vous avez des conseils à me donner par rapport à ça? Non, mais le SF6, c'est vachement suffisant. Par rapport au positionnement, je trouve que c'est quand même intéressant d'éviter ça aux patients, du violon. Dans ma pratique, moi je préfère leur mettre du C2F6 et leur dire pas de positionnement. C'est ma manière de faire et de réfléchir. Allez,
Après, ça dépend aussi, comme vous avez dit, du gaz. Et tant que le gaz couvre le trou maculaire pendant la première semaine, c'est ce qui compte. Après, ça dépend aussi de combien on veut. Si on met du SF6 et on le sous-dose un peu, mais on positionne comme ça, on a moins de gaz dans l'œil pendant une durée plus longue. C'est aussi possible. Le patient est plus rapidement fonctionnel après, mais tout dépend de tout le temps. Si c'est un patient qui ne se positionne pas, lui-même c'est de l'eau comme ça. Merci beaucoup. Ce qui est passionnant, Didier disait en fait, de réfléchir à l'étude, c'est que plus, on discutait tout à l'heure aussi avec Simon, plus vous envoyez des cas, plus on pourra effectivement, chacun vous l'opérer différemment, pourra tirer des conclusions, pas avoir que certaines écoles qui vont voir, et après forcément il y aura peut-être des stats qui ne correspondront pas à tout ce qu'on fait. Il en faut beaucoup dans les trous parce que les résultats vont être très comparables. Ouais. Sur combien d'années? À partir du 1er janvier. À la fin de la session. Pour 1500. J'ai vu par exemple là, ce qui est intéressant de me dire, c'est qu'on va essayer de regarder la durée d'évolution, ce qui est un